Voici 3 trucs pour diminuer les coûts de ton investissement immobilier. Mon nom, c'est Dominique Lamarre. Je suis propriétaire de plus de 100 logements actuellement. Et puis, au fil des années, j'ai appris à négocier, j'ai appris à connaître un peu les rouages de l'immobilier parce que je suis courtier immobilier aussi de l'autre côté. Puis aujourd'hui, je vais te parler des 3 éléments qu'il faut vraiment pas que tu manques quand vient le temps de ton investissement immobilier. Puis écoute vraiment jusqu'à la fin parce que le 3e, c'est la Golden Nugget, celle qu'on parle pas souvent. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que quand tu achètes un investissement immobilier, le prix auquel tu vas en faire l'acquisition est un point qui est majeur. C'est pas le seul point déterminant de ton investissement, mais comment est-ce que tu peux acheter la propriété au prix le moins cher possible, sans insulter le vendeur? C'est simple. La première des choses, tu ne peux pas négocier un bien immobilier en débutant, en négociant sur le prix, sans avoir quelque chose pour justifier une demande de baisse de prix. Je te donne un exemple. Le vendeur est affiché à 1,5 million, puis toi, tu fais un offre à 1 million, sans justification, sans rien, aucun motif. Ce que ça dit au vendeur, c'est, en fait, je suis parti à la pêche. Je suis parti voir jamais tu étais un vendeur qui allait laisser aller sa propriété ou non. Ce que tu veux faire à l'inverse, c'est de dire au vendeur, je vais acheter ta propriété au prix que tu me demandes, si toute l'information que j'ai entre les mains correspond exactement à tout ce qui a été déclaré. Et au moment où tu fais ta vérification diligente, tu peux te monter un dossier, maintenant que tu as tous les documents à ta possession, pour redemander un ajustement de prix. Je te donne un exemple. J'ai acheté dernièrement un 15 logements. Et puis, dans ce 15 logements-là, initialement, on a offert au client le prix demandé. Donc, on dit, prends le prix que tu as besoin, c'est tout. Nous, ça fait notre affaire dans la mesure où les baux reflètent exactement les montants que tu nous as mentionnés. Que les charges sont bel et bien toutes aux frais des locataires, qu'il n'y aura pas de surprise suite à l'inspection, que je ne découvrirai pas aucune surprise au moment de ma vérification diligente. Puis Dieu sait que quand vient le temps d'un investissement immobilier, il y a tout le temps des surprises, peu importe. OK? Donc, les processus a été simple. La première des étapes, ça a été de faire la visite des lieux. Au moment de la visite des lieux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une interview à chacun des locataires qui étaient sur place pour leur demander combien de temps ils sont là, c'est quoi les problèmes de l'immeuble, c'est quoi les irritants, quels sont les travaux qui ont besoin d'être faits. Est-ce qu'il y a déjà eu des exterminateurs qui sont passés? En fait, en faisant le sondage auprès des locataires, je vais chercher énormément d'informations pour être capable de me retourner par la suite et demander au vendeur. Donc, étape 1, visite des lieux, on a fait le sondage, monter un dossier sur chacun des locataires et un portrait complet de l'immeuble. Étape numéro 2, on a fait inspecter le bâtiment par un professionnel. L'inspecteur te remet 100-120 pages de problèmes sur le bâtiment, donc ça te fait un beau dossier pour aller demander au vendeur. Maintenant que j'ai des pièces justificatives pour lui demander un ajustement, c'est beaucoup plus facile de me repositionner. Et la 3e des étapes, ça a été de lire chacun des baux pour être à la recherche de qui était à quelle dépense. Est-ce que tous mes avis d'augmentation étaient bel et bien signés? Comment ça s'est passé? J'ai une offre acceptée au plein prix. Je fais ma vérification diligente, visite, inspection, lecture des baux. Une fois que j'ai procédé à cette vérification-là, je fais la vérification auprès de la ville, m'assurer que le zonage est correct, qu'il n'y a pas de surprise. J'ai mon dossier de montée d'à peu près une centaine de pages et je m'en vais voir le vendeur et je lui demande « Hey, j'aimerais ça te payer plein prix pour ta propriété. Par contre, ça, c'est pas comme que tu m'avais déclaré. Il y a ça qui est à faire, il y a tel travaux qui est à faire. » Dans ce cas-là en particulier, on a été capable d'aller négocier 150 000 $ du prix demandé en fonction d'un dossier qui est monté, qui est béton, puis qui vient d'une partie tierce, qui n'est pas moi. La majorité des informations qui nous a permis d'aller chercher ce montant-là, c'est l'information que lui-même nous a transmise. C'est l'information de l'inspecteur qu'on a remis dedans des mots que lui peut comprendre, qui est plus simple, plus abrégé, pour faire une demande claire. Donc, c'est important que quand tu veux négocier le prix de ton investissement immobilier, que tes demandes soient claires et justifiées et que tu aies une demande et non pas 15 demandes parce que tu ne veux pas perdre le focus du vendeur. Un des éléments pour maximiser ton investissement, c'est définitivement de négocier le prix de l'immeuble à l'achat. Ça peut être le prix et ça peut être des conditions. Donc, exemple, exiger au propriétaire qui renouvelle tous les baux à un nouveau loyer plus haut avant le notaire. Ou, tu peux négocier pas juste le prix, tu peux négocier d'autres choses qui apportent une certaine valeur au bâtiment. Le deuxième des points qui est à ne pas négliger, c'est ton hypothèque, donc ta dette. Il suffit que tu aies une mauvaise dette pour tuer ton investissement. Ça veut dire que tu aies des mauvais termes et conditions avec ta banque au moment de ton acquisition, qui va faire en sorte que tu n'auras plus de profit, que ce ne sera plus un investissement qui est rentable. Pourquoi? Parce que ta dette va probablement représenter, je te dirais, 30 à 50 % des dépenses
de ton immeuble. Donc, 30 à 50 des dépenses, 30 à 30 mettons, des dépenses de ton immeuble, ce qui est non négligeable, c'est la grande majorité. Donc, tu vas essayer de négocier la meilleure entente avec ta banque, non pas juste en termes de taux d'intérêt, paiement par mois, amortissement, comparer, puis regarder les différents programmes disponibles sur le marché. Si, exemple, on s'en va dans un immeuble qui est commercial et ou 5 logements et plus multirésidentiel, connaître tous les programmes disponibles, que ce soit SCHL standard, APH Select, conventionnel, prêt privé, quel est le type de prêt que je vais utiliser, puis c'est quand que je me sors de ce prêt-là, vont déterminer à quel point ton investissement est rentable. Donc, pour le prêt, je te dirais, le meilleur truc que je peux te donner, c'est vraiment d'étudier les différents produits disponibles sur le marché, d'être chum avec un courtier hypothécaire qui est au courant des différents produits et des mises à jour, et à partir de là, de t'assurer d'avoir le meilleur produit basé sur ton exit. Puis le troisième des éléments, c'est la bonne gestion de tes dépenses et tes revenus. Donc, quand tu analyses un immeuble, c'est pas juste de dire, bon, je le paye tant de fois les revenus ou je le paye tant de fois, tant du prix de la porte. C'est de voir, bon, après analyse de tout ça, je me rends compte que les assurances sont peut-être trop dispendieuses. Je pourrais les négocier à la baisse et faire diminuer le montant des assurances. Je regarde les taxes scolaires municipales, j'ai trop élevé. Quand je vais être propriétaire, je vais faire la demande de contestation pour les faire diminuer. Je regarde ça. Ils n'ont pas de buanderie qui est sur place actuellement. Parfait, on peut peut-être installer une buanderie sur place à 1 $ ou 2 $ par brassée qui va peut-être nous ramener 6 à 10 000 par année, qui veut dire probablement 100-150 000 sur la valeur de mon immeuble. Donc, c'est de regarder quels sont la meilleure gestion que je peux faire de cet immeuble-là. Donc, est-ce que je peux augmenter les revenus avec des services ou est-ce que je peux en diminuer les dépenses en retirant ou en négociant des services qui sont déjà là? Quels sont les services que tu peux ajouter qui sont payants, qui peuvent être très intéressants? Une thermopompe. Sur le site d'Hydro Solutions, tu peux louer des thermopompes pour une somme ridicule de 65 à 75 $ par mois. Est-ce qu'un locataire serait prêt à te payer 100 $ de plus par mois pour avoir une thermopompe que lui-même contrôle à 100 % dedans son unité, qui a la clim, qui a le chauffage, ça coûte moins cher d'électricité? Probablement. Donc, thermopompe, tu peux aller chercher un revenu avec ça. Deuxièmement, Internet. Donc, d'avoir une borne intelligente dans l'immeuble où tu desserres Internet puis tu revends le contrat d'Internet à 50 $ par personne. Imagine si ton contrat d'Internet te coûte 100 $ par mois et que tu arrives à revendre à 15 personnes à 50 $ par tête. Donc, tu as une belle potentiel ici d'aller chercher un revenu supplémentaire. Le locataire est gagnant, ça lui coûte moins cher que si jamais il y avait son contrat séparé. Toi, tu es gagnant aussi. Donc, c'est d'apporter une valeur ajoutée. Buanderie, 1 à 2 $ par brassée. Le locataire, au lieu de s'acheter une laveuse sécheuse, peut faire sa buanderie. Au lieu d'aller voir chez ses parents pour faire la brassée, il peut le faire par lui-même. C'est ultra payant. C'est des trucs, des conseils. Si tu en veux d'autres trucs et conseils, envoie-moi un message. Puis si toi, il y a d'autres choses qui te viennent en tête que tu dis « Ah, j'ai déjà vu quelqu'un, est-ce que ça, c'est possible d'être fait? » Écris-moi un commentaire puis que je puisse te répondre.